Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on fait un vendredi lecture inspiré des Jeux Olympiques. Allons-y. Nous voilà revenus pour la saison 2 des Vendredis Lecture. C'est donc la deuxième année qu'on démarre cette série de vidéos. On espère la faire avec la même régularité que la saison 1 qui a totalement accompagné l'année 2020-2021. Donc chaque vendredi, on se retrouve pour parler de lectures qui nous ont marqués. Et en particulier cet été, on a adoré suivre les Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui a eu lieu en 2021 et qui était vraiment passionnant à plus d'un titre. Et donc, une fois que les Jeux Olympiques se sont terminés, j'avais très envie de pouvoir continuer d'être dans cette fibre athlétique, sportive, qui inspire de très bonnes valeurs. Et j'ai demandé à Morgane qu'est-ce que je pourrais bien lire. Et ça tombe bien, puisque dans un précédent vendredi lecture, j'avais parlé de manga en lien avec le sport. C'était un des derniers du mois de juin de l'année dernière, et je vais évoquer le très bon manga Olympia Kyklos. À l'époque, il n'y avait qu'un tome, et le deuxième tome est paru. Bouche. Et cette année, il faudrait que tu parles sans cacher ta bouche. Oui. Hein. Sinon, je parle tout le temps comme ça. Ce qui m'a donné l'occasion, du coup, de lire le tome 1 et le tome 2 qui est sorti cet été. Et ce qui a piqué ma curiosité, outre le fait que Morgane m'ait dit « Faut que tu le lises par rapport aux Jeux Olympiques, c'est trop bien », c'est que dans le tome 2, en fait, il y a Osamu Tezuka, qui est le père du manga. Oui, celui qui est le père du manga moderne avec des mangas tels que Astro Boy, mais également aussi, il est aussi le père de l'animation limitée telle qu'on le connaît, hein, le fait d'avoir des épisodes chaque semaine, un animé via des techniques d'animation limitée, c'est le début des années 60. Bref, c'est quelqu'un qui a totalement marqué la création artistique japonaise. Voilà, c'est ce qui m'a fait penser que c'était pas seulement sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur l'histoire du manga et vraiment mêler la culture grecque d'origine et la culture japonaise avec les Jeux Olympiques modernes. Et donc j'ai trop adoré parce que c'est Mari Yamazaki qu'on connaît bien notamment pour Thelma et Romae, qui du coup est un manga qui a été adapté ensuite moult fois, et notamment moi j'avais adoré les adaptations en film live. Vraiment bijou. Et donc Thelma et Romae, c'est sur les bains qu'il y avait à l'époque. Les bains romains et les thermes romaines, voilà. Et que tu retrouves beaucoup aussi dans l'esprit des onsen japonais. Et bien là, finalement, on parle des Jeux Olympiques de l'Antiquité, de l'origine, et des Jeux Olympiques de Tokyo 1964. Tout à fait. Voilà. Et puis de l'époque moderne aussi, donc c'est vraiment super intéressant. Je te remercie de me l'avoir conseillé parce qu'au début, juste sur la base de la couverture, ça donnait pas forcément envie. Et en fait, Mari Yamasaki, c'est pas du tout pour la qualité graphique, même si c'est très beau, hein. C'est vraiment pour le fond. L'histoire est hyper passionnante et c'est raconté avec tellement d'humour que tu apprends plein de choses tout en t'amusant sur mélange de cultures. Donc on a un parallèle entre la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ et l'époque moderne, le Japon moderne, ce qui est au cœur du sujet. Effectivement, il ne faut pas s'arrêter aux couvertures, je pense qu'ils ne servent pas totalement l'œuvre. Non, parce que finalement, même l'intérieur, c'est joli. Hein. L'intérieur est super, bien sûr. Ça fait un petit peu fresque. Faire thématique, fresque, et nous met dans la peau on découvre les créations de Déméterios, quelque part, le jeune athlète, artiste grec qui se retrouve ainsi projeté à l'époque moderne par la magie, on va dire, d'un enchantement. Par la magie d'une sorte d'enchantement. Et en fait, toujours les mystères de Mari Yamasaki. Ouais, en lisant Olympia Kyklos, au départ, je craignais que ça soit une redite en fait de Thelma et Romae avec ce principe de voyage récurrent. C'est vrai que ça donnait l'impression au début. Et bien l'époque, du coup, ici de la Grèce antique avec l'ère moderne. Mais en fait, pas du tout. J'ai l'impression même qu'elle a passé un niveau. Et c'est aussi ce qui lui permet, par exemple, dans le deuxième tome, de, entre guillemets, convoquer la figure qu'est Osamu Tezuka, donc dans le cadre d'un accord passé avec Tezuka Productions pour le fait de faire apparaître Osamu Tezuka, cette légende vivante du manga, dans son œuvre.
Et bien, du coup, ça permet d'avoir encore plus de profondeur avec cette histoire. Il y a aussi des athlètes japonais qui ont participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 1964 qui apparaissent avec finalement toute une recontextualisation sociale de ce qu'ont représenté les JO pour le Japon. Et c'est fait de manière très fine à travers l'histoire, mais aussi à travers des post-faces dans lesquels Mai Yamazaki passe 6, 8 pages à expliquer plus ses intentions, sa manière de voir l'art, sa manière de voir le travail d'artiste aussi, et puis cette nécessaire, eh bien, conjonction en fait de la forme physique avec la forme mentale pour pouvoir donner naissance à une œuvre. C'est comme ça qu'elle voit les artistes. C'est vraiment passionnant. Ouais, je trouve que ça monte en puissance avec le tome 2, justement, parce que tu as l'aspect olympique, tout ce qu'il y a derrière les Jeux olympiques à l'époque, et pour ce que ça peut signifier pour l'athlète aussi, en termes de pression et tout. Et puis là, tu as aussi le côté... j'ai beau être un athlète, je veux aussi avoir mes passions à côté, un vrai métier, faire quelque chose. Il se trouve que ici, le coureur, en fait, tu vois qu'il tient un pinceau. Parce que il peint sur céramique, sur des vases et tout. Et c'est pour ça, en fait, qu'après, dans l'époque moderne, il découvre déjà le papier, le pinceau, la plume et tout. Il est émerveillé. Le fait aussi de raconter des choses, raconter une histoire avec des images, tu vois, passer des messages et pas seulement faire de l'ornement pour faire joli, quoi. Et je trouvais que c'était vraiment très... encore plus puissant, quoi, de... Voilà, mêler les choses, et puis ça fait un peu... tu vois, dans High School Musical, c'est... Zac Efron, il est là. Et pourquoi est-ce que je pourrais pas faire du basket et chanter aussi? Et ben là, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être sportif et aussi être artiste? Tout à fait. Je trouve que c'est encore plus intéressant. Ce qu'on voit par exemple au niveau du chapitre 3, avec du coup cette peinture faite par Démétrios, le héros, après qu'il ait été projeté à Tokyo et qu'il ait vécu en Bon Odori. Le Bon Odori, c'est l'exemple type des fêtes de l'été au Japon où les gens dansent le soir. Et ce type de danse a été représenté dans la cérémonie de clôture des JO, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a eu très belle cérémonie un Bon de clôture Odori qui était représenté. Bref, c'est vraiment une œuvre, moi, que j'adore. C'est plein de surprises et encore, le prochain tome me paraît encore plus étonnant et peut-être même que Démétrios va faire un saut dans le temps encore plus important vu qu'il y a une image qui nous suggère où on voit en 2020 Ouais, peut-être, la Tokyo Sky Tsuri. Bah oui. Voilà. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, toujours dans les œuvres de Mai Yamasaki, c'est finalement, t'as toujours cet émerveillement pour les cultures, pour deux cultures, et c'est très frais. Moi, j'adore ça, le fait d'apprécier une culture en la découvrant, et puis peut-être aussi en se l'appropriant, en essayant de la partager après avec ton propre peuple. Je trouve ça génial, quoi. C'est ce qu'on devrait tous faire. Juste un dernier point, il y a une adaptation en animé, mais pas du tout ce à quoi on aurait pu s'attendre. C'est vrai que j'avais regardé avec toi. Sous la forme de pâte à modeler, qui ne rend pas véritablement grâce à l'œuvre en question. Donc, oui. Je vous conseille d'éviter cette représentation animée et de vraiment plutôt vous focaliser sur le manga. Ouais, en fait, ils se sont un peu figés sur l'aspect des couvertures, quoi. Oui. Qui fait un peu la partie graphique, un peu simple, alors qu'à l'intérieur c'est du très beau dessin, c'est du CNN. Et juste une chose, il y a un ressort humoristique qui intervient souvent parce que dans la Grèce antique, les athlètes devaient courir nus, et à chaque fois qu'ils faisaient même de la lutte, ils le faisaient nus. Donc à chaque fois qu'il apparaît dans l'époque moderne, il est projeté en étant nu. Du coup, c'est un peu marrant. Après, chacun elle a dit quoi, il y a un homme nu qui vient d'apparaître, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est vraiment une œuvre qui est drôle aussi. Oui. Oui. À la fois drôle et importante pour mieux comprendre le Japon, l'esprit olympique et aussi tout ce qui est artistique. Vraiment très bien vu. Bon, merci beaucoup de m'avoir incité à lire cette œuvre, Morgane.
C'était vraiment bien pendant la période Jeux Je Olympiques. suis content que tu en parles, du Voilà. coup, après coup. Ouais. Et puis là, bientôt, il y a les Jeux Paralympiques qui vont arriver. Ils auront débuté. Ils auront débuté lorsqu'on publiera cette vidéo le premier vendredi de la saison. Deuxième lecture. Alors, la deuxième lecture, c'est une lecture un peu spéciale, mais qui poursuit cette thématique autour des Jeux Olympiques, et plus exactement de la personne qui a allumé la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture. On se demandait qui ce serait. Le mystère est resté entier jusqu'au moment où les projecteurs se sont braqués sur elle. C'était une évidence. Cette personne-là, c'est Naomi Osaka. Donc, avec le fond vert, forcément, il y a une transformation de l'image. Naomi Osaka, qui depuis décembre maintenant au Japon fait l'objet d'un manga, Unrivaled Naomi Tenkaichi, Unrivaled, qui est prépublié dans le magazine Nakayoshi, alias le magazine dans lequel a été publié Sailor Moon et dans lequel est actuellement publié Cardcaptor Sakura. Clear Card. Naomi Osaka, c'est une joueuse de tennis qui est au sommet de son art, qui a pour particularité de jouer sous la bannière du drapeau japonais. Et donc, elle est vraiment archi populaire, c'est aussi une icône de mode. Et il y a un film, un documentaire qui est paru sur Netflix cet été d'ailleurs, à son sujet. Une série en 3 épisodes. Voilà, qu'on a regardé, on l'a dévoré. Et donc, pour cette adaptation manga, c'est assez particulier parce que moi, déjà, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, j'ai l'impression de me retrouver dans l'univers de AKB 0048, qui est un animé qui est paru en 2012, où tu as l'impression que c'est des vraies stars, mais qui sont projetées dans l'espace. Parce que là, Naomi Osaka est une joueuse de tennis avec des pouvoirs dans l'espace. C'est une joueuse de space tennis. Oui, c'est ça. Et d'autre part, le graphisme, pour moi, me faisait beaucoup penser à Pellicula. L'histoire aussi, l'enchaînement, le fait de rejoindre une école et puis d'être hyper positive comme personne, avec un gros potentiel magique et tout. Et je me suis dit, voilà, Pellicula, pour l'histoire, c'est un peu la succession de Sailor Moon. C'est du Mahou Shoujo, Magical Girl. Une fois que j'ai fini de lire, je raconte mes impressions à Morgane, il me dit, ah bah tu saurais pas mieux dire, parce qu'il se trouve que c'est le même auteur qui fait dans le magazine de prépublication à la fois l'adaptation manga de Pellicula chaque année. Tout à fait. Et qui, en plus, fait cette série sur Naomi Osaka. Cette nouvelle série, ouais. Donc, la conséquence, c'est que c'est hyper beau. Ouais, c'est un trait archi maîtrisé. La double page couleur, c'est vraiment... C'est magnifique. Chaque planche, en fait, c'est une œuvre d'art de shoujo manga. L'autre conséquence aussi, c'est que c'est vraiment à destination de petites filles. Donc, j'ai l'impression que tu vas pas trop trouver de torture psychologique et tout, mais... Au contraire, c'est super péchu et positif pour les petites filles, pour te donner envie de faire du sport, donner envie d'encourager ta propre famille. Et voilà. Donc pour ça, c'est une très jolie histoire. Mais ayant vu le documentaire de Netflix, qui du coup a un point de vue qui est très américain, en fait, on va dans les méandres les plus profonds, un peu glauques du showbiz, du fait de pousser très fort quelqu'un dans une seule activité et tout, et du coup, moi je trouve que ça fait un peu éloigné, très éloigné de la réalité. Au moment où Naomi Osaka a parlé, par exemple, de la pression que ressentent les athlètes, et par exemple, s'était retirée du tournoi de Roland-Garros parce qu'elle ne voulait pas participer au passage obligé qui était les rencontres avec la presse après les matchs, en disant que ça l'atteignait trop au niveau mental. Et je veux dire que des fois, ils posent des questions. Elle a eu le mérite d'en parler. Le reportage sur Netflix montre vraiment cet élément-là. C'est sûr qu'ici, on est face à une histoire qui est clairement beaucoup plus romancée, positive, enjouée. Après, c'est plus sur son adolescence. Oui, c'est ça. Sur la manière 15 ans dans l'histoire. Dont elle a percé. Et au niveau du scénario du manga, il est coécrit par Mai Osaka, sa sœur, qui était elle aussi joueuse de tennis, mais qui vient de raccrocher, et qui en quelque sorte apporte la petite caution
réalistes dans ce manga, ou des petits éléments en fait qui sont Oui, parce mis. qu'il y a des éléments réalistes par rapport à sa famille, par Tout à fait. rapport Son père, sa ouais, mère, le leur fait vie. qu'il soit expatrié pour pouvoir atteindre un meilleur C'est niveau de ça. tennis. Mm. Donc c'est pas mal parce que il s'en écarte un peu avec le fait de partir dans l'espace. Mm, Il y a quelques points qui rappellent la vraie vie, mm. mais c'est vrai que entre Netflix et le manga, Ah oui, c'est deux il y a visions tellement un différentes, monde. c'est sûr. Ouais. Bah, t'as l'impression que c'est les États-Unis et le Japon en même Ouais. temps. Hein. Oui, oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Bon, le petit élément que je voulais évoquer à la fin, c'est que au moment du lancement de ce manga-là dans Nakayoshi, il y avait une interview des deux sœurs Osaka, et Ça a été notamment, lancé en janvier 2021. en fait, dans le numéro de février de Nakayoshi, donc celui qui est sorti je pense le 4 décembre ou le 4 janvier. Je peux te dire ça très vite. Parce qu'à chaque fois, quand tu as un numéro qui est marqué février, en fait, il est sorti avant. C'est ça. En fait, il est sorti en janvier. Ouais, Très c'est ça. exactement. Tu as raison. En janvier. Il est sorti le 3 janvier. Donc, effectivement, Naomi Osaka était fan de manga. Quand elle était plus jeune, elle lisait des mangas comme Shogokara, dit-elle dans cette interview, et maintenant plutôt des œuvres comme Death Note. Et sa sœur, dans ses influences, évoque des titres qui sont clairement des titres plutôt adultes du seinen manga, comme du coup Ajin, quand même du shoujo avec Skip Beat, mais autrement également Gantz, donc, et Berserk. Donc clairement, on n'est pas exactement dans ce style-là. Mais c'est amusant de voir combien, effectivement, du coup, Naomi Osaka est une personne qui marque le Japon, qui remue aussi les mentalités parce que elle est half, son père est d'origine haïtienne, donc ça incite aussi la société japonaise à s'ouvrir complètement sur le monde, à entendre parler de pays dont on entendrait moins parler quotidiennement au Japon, donc comme Haïti par exemple. Et Naomi Osaka vient de déclarer que suite au séisme qui s'est tenu à Haïti, elle donnerait tous les gains à un futur qu'elle aurait au tournoi de Cincinnati là, qui a lieu fin août, pour Haïti. En tout cas, le manga atteint son but, c'est-à-dire d'inspirer les petites filles, d'inspirer la jeunesse. Je trouve que c'est un beau message par rapport à des athlètes olympiques, enfin des athlètes tout court. Parenthèse, mais on attendait que Naomi Osaka brille On espérait. plus lors des Jeux olympiques de Tokyo, mais bon, bah, c'est pas grave. Alors, troisième lecture. Troisième lecture, on va parler d'un titre dont on en a déjà évoqué le nom quand on parlait d'animé, c'est donc Back-ten ou Backflip, qui bénéficie d'une adaptation manga dans le magazine de prépublication que nous adorons absolument, c'est-à-dire le magazine de prépublication Dessert. Ils sont sortis en même temps, c'est-à-dire qu'au Japon, souvent, quand il y a une œuvre originale, comme là, l'animé de Backflip qui paraît, des fois, il y a des mangas qui viennent en support, qui viennent accompagner, en fait, la vie de l'animé. Un peu comme Sailor Moon, finalement. Oui, c'est vrai. Un peu comme pour Sailor Moon, et là, on est totalement dans le cas. C'est prévu dès le départ pour être un mix média. Du coup, en l'occurrence, pour Back-ten, Backflip, le manga, il a démarré le 24 janvier dans ce numéro de dessert-là, c'est-à-dire un mois et demi avant que ne commence l'animé à proprement parler. Ah oui, donc finalement, historiquement, on devrait dire c'est d'abord le manga, puis l'animé. En tout cas, dans le rythme d'éléments. Et ça annonçait bien, il y a un animé qui arrive, du coup, à partir d'avril, suivez l'animé, et puis ça introduisait les personnages, ça préparait le public. Mais pour moi, c'est plutôt une création originale animée. On est d'accord. D'ailleurs, l'animé s'est terminé. Tout à fait. Et le manga continue. Et donc, spécificité, c'est que le chara-design est signé Lubiko, qui est une auteure de manga. Et notamment, en France, on la connaît pour Nos précieuses confidences. Voilà, donc elle a fait le chara-design pour l'animé, puis du coup qui est repris pour le manga. Mais ce n'est pas elle qui signe le manga. Et non, ce n'est pas elle, parce que je pense qu'elle a d'autres projets à mener. Mais cela dit, le manga est très joliment réalisé. Ouais. Donc c'est un manga qui traite de gymnastique rythmique et sportive masculine. Un type de sport qui malheureusement n'est pas représenté aux Jeux Olympiques. Ne cache pas ta bouche, mais tu peux me cacher moi. Oui. Genre, attends.
Tu vois, tu me caches moi. Mais j'ai une grosse voix. Donc, de gymnastique rythmique et sportive masculine, là, ici, par groupe, donc en l'occurrence, par groupe de... Ils sont 6 de mémoire. Oui. Et donc, ça parle de compétition lycéenne au Japon sur ce sport-là. Donc, le manga suit fidèlement la trame de l'animé, c'est-à-dire on va se retrouver avec un groupe de 4 garçons qui sont particulièrement brillants, mais à qui il manque 2 membres. Et avec la nouvelle rentrée, ils arrivent à recruter 2 nouvelles personnes, dont le héros, qui, lui, n'a jamais pratiqué de gymnastique rythmique et sportive, mais qui va s'y mettre. Et puis, parallèlement, un autre petit champion qui était bien identifié. Voilà, donc c'est un titre vraiment chouette qui met à l'honneur une discipline finalement méconnue. Il y a la JRS aux Jeux Olympiques, mais la JRS féminine seulement. Et j'ai cherché un petit peu pourquoi aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, il n'y avait pas la JRS masculine, parce qu'il est estimé qu'il n'y a pas assez de concurrents, de représentants possibles à travers le monde sur ce sport-là. Et moi, vu qu'on avait vu l'animé et puis le manga, moi je m'étais dit, il va y avoir ça, exactement ça, une compétition en groupe masculine. Et ben non. Et non. Et même côté féminine, c'est tout le temps en solo, quoi. Ou alors c'est avec un ballon ou des rubans. Et... Voilà. Mais en tout cas, oui, le manga, du coup, il est très gentil. C'est ça, il est très gentil. Là où l'animé, en fait, tu vois quelque chose d'épique qui respire presque le shonen manga, qui est dans le sommet de ce que tu peux faire de bien en animation. Et là, dans le manga, en fait, j'attendais rien. Parce que je me suis dit, l'animé est tellement beau. Et t'as l'avantage du mouvement aussi. Parce que tu vois les chorégraphies, tu vois les gestes, tu vois les backflips. Et finalement, en manga, ça rend très très bien. C'est une bonne surprise. Donc c'est une bonne lecture très sympathique. On espère qu'elle viendra en France. Sinon... faut juste nous croire sur parole, c'est bien. En tout cas, au pire, vous pouvez regarder l'animé. L'animé qui est un animé de 12 épisodes qui sera suivi par un film qui a été annoncé juste à la fin de la diffusion du dernier épisode de la série. Pur chef-d'œuvre. C'est vraiment une très belle œuvre. Avec, ça met à l'honneur une discipline méconnue. Ensuite, nous avons 4e lecture. On l'a mis dans le vendredi lecture Jeux Olympiques parce que c'est dans le thème. Là, c'est un vendredi lecture qui est mix média du coup. Oui, il est mix média. Donc ensuite, on parle d'un animé qui est Iwakakeru. Qui est lui aussi adapté dans manga, en fait, disponible pour l'instant uniquement au Japon, qui est un animé et donc en manga sur l'escalade. Voilà. L'escalade sportive. On s'est passionné particulièrement cette année pour une nouvelle discipline olympique qui est donc l'escalade. Avec tout groupé. Il y avait une épreuve combinée, tout à fait. Épreuve combinée. Vitesse, en français, t'as speed, bouldering et lead. Et c'était vraiment génial. Et d'ailleurs, il y a 2 athlètes japonaises qui sont médaillées argent et bronze. Oui. Et il se trouve que la médaillée de bronze est Akiyo Noguchi. Et elle apparaît dès l'épisode 1 de Iwakakeru. Donc là, c'est mode groupie. Trop bien, trop génial. Ouais, c'était plutôt bien vu du coup de faire apparaître une athlète réelle dans l'animé, ça suscite la curiosité. La reine de l'escalade au Japon, internationale. Quelqu'un qui a une carrière de plus de 15 années au top en fait de l'escalade sportive, qui a vu aussi la manière dont cette pratique a évolué au fil du temps, s'est professionnalisée et donc qui est elle s'est professionnalisée avant même qu'il y ait une équipe nationale japonaise. Oui. Donc elle concourait dans des World Cup toute seule quoi. Genre tu prends ton avion toute seule, ton logement toute seule et tout, et maintenant ça a bien changé. Maintenant il y a des délégations et tout. Il y a des grands lieux, les lieux de tournois sont vraiment très bien préparés avec beaucoup de public quand on est en période hors Covid. Et donc nous, on s'est intéressé vraiment très fort pendant les 4 jours de compétition qui ont eu lieu pendant les vrais Jeux Olympiques. Donc t'avais les qualifications hommes et qualifications femmes, puis la vraie compétition hommes, vraie compétition femmes. Donc voilà, sur 4 jours, on était à fond, et en fait ça nous a
tout permis de comprendre les modalités, les règles et tout. Ce qui fait que quand on a regardé l'anime Iwakakeru, tout était déjà clair. Et c'est marrant parce que quand tu le vois en vrai, t'as les plans, les cadrages japonais avec plein de caméras partout. L'animé, en fait, le fait un peu en mode Neketsu, avec des plans, c'est très zoomé sur les doigts, sur les trucs. Enfin, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Et je trouve que ça complétait bien, en fait. T'as le fun en vrai, t'as le fun dans l'animé aussi. Et là, on suit des jeunes lycéennes. Voilà, dont l'héroïne, qui était une championne de jeux vidéo de type Tsum Tsum Puyo ou alors Puyo, Candy Crush, donc à résoudre des puzzles. et qui se retrouve à se lancer un nouveau défi, c'est celui de l'escalade. Et je trouve ça intéressant en fait d'avoir pitché l'héroïne de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'escalade, c'est à la fois une discipline qui requiert beaucoup de compétences physiques, mais aussi d'analyse mentale de la manière dont on va résoudre en quelque sorte les problèmes. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris dans cet animé au début, parce qu'on avait regardé que l'épisode 1 quand c'était en simulcast, et pour moi, c'est pas réaliste qu'il y ait un énorme mur d'escalade au lycée. Et là, Morgane me dit « Ah bah moi, dans mon école, il y avait ça déjà. » Quoi ? En France ? Oui, en France. Mais moi, en plus, à quel niveau au lycée ? Au collège, il y avait un mur d'escalade. Collège. Oui. Mais d'un autre côté, moi j'ai fait mon collège dans la montagne, donc dans des lieux plus propices ensuite au développement de ce type de compétences. Donc dans la montagne française, dans les écoles, il y a des murs d'escalade. Est-ce que vous avez des murs d'escalade chez vous ? Moi, il n'y avait pas ça. Hein. Oui. Nous, si, on a fait de l'escalade, et à l'époque, je détestais ça. Après, ça dépend comment ça t'était enseigné. Et puis, il n'y avait pas un manga ou un animé non, pour il n'y avait pas. Alors que là, en t'intéresser. fait, je pense que tu regardes les JO et puis tu lis ou tu regardes Iwakakeru et ensuite tu es très motivé pour être fort en escalade. Donc voilà, c'était bien comme extension. Après cette grosse passion pour l'escalade olympique, d'avoir Iwakakeru. L'animé est très pédagogique dans le sens où étape par étape, on va découvrir quelque part les différents types d'épreuves qui se présentent. L'animé se termine de manière très rapide, mais pas de manière totalement cohérente avec le manga. Mais bon, c'est la vie. Hein. Des fois, il y a des adaptations animées qui sont raccourcies, en quelque sorte, ou en tout cas où... En gros, il y a des compétitions et puis en fait, tu vois même pas ce qui se passe à la compétition, tu passes tout de suite à la finale. Ouais, sur le dernier épisode. C'est juste le dernier épisode. Mais le chemin était plaisant. Du coup, il en restera un animé à recommander et on espère une arrivée du manga un jour en France. Voilà, on est donc à la 5e lecture. 5e conseil en fait. C'est plutôt un vendredi conseil. C'est le jeu vidéo, Jeux Olympiques Tokyo 2020, le jeu vidéo officiel. Voilà. C'est produit par Sega et on y a joué à fond pendant les Jeux Olympiques sur ma chaîne de gaming. Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, il y a Akio Noguchi. Oui, il y a des défis contre des véritables athlètes japonais. Et donc, il est possible de se confronter en vitesse à Akio Noguchi. Et en fait, c'est un jeu vidéo qui est vraiment très bien fait. Ils implémentent même des nouvelles disciplines comme l'escalade. Et tu as une capacité de personnalisation de ton avatar, de ta corpulence, tes muscles, tes yeux et tout, qui est vraiment très poussé. Ce qui fait que quand les véritables athlètes sont implémentés dans le jeu, mais tu les reconnais tout de suite, quoi. Il y a aussi Tomoa Narasaki qui a participé aussi aux Jeux Olympiques masculins. Qui a fini 4e. Voilà, mais c'était le plus rapide, hein. Franchement. Il a même battu le français. Mais voilà, c'est intéressant du coup de jouer avec lui parce que c'est Spider-Man. Eh oui. J'ai adoré le commentateur France 2, en le voyant grimper à l'épreuve de vitesse, il a dit « c'est Spider-Man ». Et c'est vrai que c'est une grosse recommandation. Au moment où on l'a acheté, le jeu, il était en promotion parce que c'était pendant les jeux vidéo. Pendant les Jeux Olympiques. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Pendant les Jeux vidéo. Les Jeux Olympiques. C'est pendant les Jeux Olympiques. Mais je crois que c'est jusqu'à la fin du mois, la promo, non ? Ah non, parce qu'il y a les Jeux Paralympiques. Jusqu'au 15 août. Mais ils vont peut-être reprendre. Et c'était sur le store japonais qu'il y avait la promotion. Et
puis pour finir, 6e lecture, là c'est une vraie lecture, c'est un livre jeunesse qui s'appelle Combattre pour être soi, conseil d'une championne, par Clarisse Agbenienou, qui est donc, pendant ces Jeux Olympiques Tokyo 2020, qui a remporté 2 médailles, en individuel et en équipe, au judo. 2 médailles d'or. Voilà, double médaillée d'or. Au judo, c'est incroyable. Et c'est une lecture, tout de suite, ça m'a tapé dans l'œil. Déjà, j'adore lire des livres jeunesse. C'est pour ça que j'écris aussi des livres jeunesse. Je trouve que c'est tout de suite tout public, quoi. Ça s'adresse autant aux enfants que aux adultes. Et là, c'est très, très positif. C'est exactement ce que j'aime dans ce que peuvent rayonner les athlètes. C'est de l'inspiration pour la jeunesse, pour même tout un chacun, même pour moi-même. D'ailleurs, souvenir, c'est la semaine dernière, je crois, j'ai tourné une vidéo en live qui était mes résolutions inspirées par les athlètes olympiques et inspirées notamment par Clarisse. J'en avais parlé du coup dans cette vidéo. Du coup là, je vais plutôt te laisser en parler toi. Oui, parce que je l'ai lu également. En fait, j'ai trouvé ça intéressant de découvrir, du coup, sous la forme de livre jeunesse, le parcours d'une athlète dans le domaine du judo. D'une part, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à ses premiers championnats mondiaux. Et la forme dont c'est fait, chaque chapitre se présente sous la forme d'une histoire qu'elle raconte, un élément marquant de sa carrière, de son parcours, et à chaque fois, à la fin, un message, une fois qu'on a lu le chapitre, un conseil voilà, qui est bien pour mieux vivre ou pour mieux s'épanouir, pour trouver sa voie. J'ai trouvé que c'était bien adapté parce qu'en fait, ça resynthétise ce qu'on a lu et à travers lequel on pourrait passer. Et ça nous permet de prendre le temps de nous arrêter et de nous dire « Ah oui, en fait, c'est vrai, c'est intéressant de s'arrêter sur ce type de pensée. » Donc, t'as une leçon de vie à chaque fois. Oui, c'est bien dit, tu as raison de dire une leçon de vie sur chaque chapitre. Et donc, par exemple, c'était une personne qui était très turbulente à l'école. Elle a mis du temps avant de trouver le sport. C'est ce qu'on appelle turbulent dans une école occidentale, ouais. Ouais, elle a mis du temps avant de trouver le sport enfin, ses parents ont mis du temps aussi à l'aider à trouver le sport dans lequel elle pourrait s'épanouir. Mais elle évoque bien l'importance, par exemple, dans le 2e chapitre, fait de trouver une activité dans laquelle on s'amuse. Quelle que soit notre passion, l'important est de prendre plaisir à faire ce que l'on fait. Sport, art, loisir, amuse-toi, passe un super moment avec tes amis. Voilà, donc avoir cet élément en tête. Et donc à chaque fois, il y a des moments de difficulté, hein, et même le livre m'a surpris dans le sens où, s'agissant d'un livre pour enfants, je m'attendais pas à ce qu'il aborde forcément certaines thématiques plus difficiles, comme le racisme, mais il l'aborde, essaye de donner des clés pour les personnes qui sont confrontées pour aller au-delà et bien réussir à s'épanouir dans la vie, et je trouve que c'est vraiment des beaux messages. Donc une très bonne construction du livre parce qu'on en apprend plus sur la judokate et la personne qu'elle est. Et... Ah, judokate, je trouve que c'est une francisation du mot judoka qui est un mot japonais, ça fait bizarre. Donc la judokate quand même. Non, judoka tout court. Judoka, c'est un mot étranger. Oui. Tu vas pas féminiser un mot étranger. Mais parfois si, mais bon. Et c'est un peu bizarre, judokate. C'est judoka tout court. Tu crois? Bah tu mets rien derrière un A. Ok. Une judoka, tu as raison. Je sais pas pourquoi je voulais le... Parce que dedans, elle a écrit judokate. Ah oui, c'est pour ça. Mince alors. Mais je pense que naturellement, tous les mots japonais dans le judo, ils ont tendance à les considérer comme presque des mots français. Ah, je vois. Bah, c'est alors que ce sont des mots japonais. Donc, voilà. Et en tout cas, je ne sais plus ce que je disais. Pardon, on en désolée. apprend plus sur la carrière de cette judoka qui a été porte-drapeau, comme le disait Rosalie, de la délégation française aux Jeux Olympiques et qui en plus a eu 2 médailles et a réussi à prendre en quelque sorte sa revanche par rapport au JO de Rio où elle n'avait réussi qu'à avoir, entre guillemets, la médaille d'argent, et là cette fois-ci elle a eu la médaille d'or. Donc voilà, c'est chouette de mieux découvrir sur une athlète telle qu'elle, et puis parallèlement ces conseils positifs, ces conseils de vie que tout un chacun à tout âge peut être amené à méditer ou à se réinspirer de ces éléments-là.
Ouais, je trouve que c'est vraiment très bien. C'est autant pour les jeunes, c'est un très beau modèle. Et comme je disais, même à tout âge, en fait, c'est très intéressant à lire, très plaisant. Moi, je l'ai lu assez rapidement, mais toi encore plus, hein. Je pense à l'âge de Morgane, tu le lis en une demi-heure. À mon âge, surtout moi, je suis très dans l'empathie. Je prends du temps pour me dire qu'est-ce que j'aurais ressenti à sa place et tout. Je le lis un peu plus de temps. Et voilà, pour enfants, ça fait une belle lecture. Oui. Et je pense que les gens vont imaginer qu'il y a une énorme différence d'âge entre toi et moi quand tu dis à l'âge de Morgane et à mon âge. Ah non, c'est parce que moi, je pense que tu peux lire ça à partir de 9 ans, quoi, Oui, par exemple. clairement. Mais à 9 ans, tu vas pas lire à la vitesse de Morgane. Non, Parce que ça, Morgane, il lit très 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 vite. C'est parce qu'il a énormément... J'avais un prof de physique qui disait qu'on mesurait l'intelligence à la vitesse de lecture. Non. On espère que cet ensemble de lectures autour des Jeux Olympiques et plus globalement du sport vous aura intéressé. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.